C'est un territoire immense, presque aussi grand que la France. L'accès en est particulièrement difficile à cause de son isolement et de son éloignement d'abord, mais aussi parce que l'endroit est protégé. Il faut des autorisations gouvernementales pour venir ici, mais surtout, il faut obtenir l'accord de la communauté aborigène qui garde l'accès à une partie de ce territoire. À l'écart des routes et des pistes, on ne s'y déplace qu'en hélicoptère. Avec à peine un habitant pour 30 km², c'est l'une des régions les moins peuplées de la planète. C'est un paysage de roches, rouges et ocre, traversé par des cours d'eau. Et à perte de vue, le bush. Des broussailles, une nature sauvage, intacte. Bienvenue dans les Kimberley, au nord de l'Australie. Cette région, proche de l'Asie du Sud-Est, est connue par les scientifiques pour être l'une des portes d'entrée des toutes premières populations arrivées sur le continent il y a plus de 50 000 ans. Et selon les témoignages des quelques rares membres de la communauté aborigène qui vivent encore ici, ces terres totalement inexplorées regorgeraient de peintures rupestres. Dater ces peintures permettrait de dater les premières occupations du lieu. Pour la première fois, une équipe d'archéologues vient pour mener une exceptionnelle série d'expéditions étalée sur 3 ans. L'objectif est simple, vérifier la présence de ces nombreuses peintures, les recenser et surtout les dater. Ces peintures sont-elles l'œuvre des tout premiers hommes arrivés en Australie? Sont-elles les plus anciennes de l'humanité? Que représentent-elles? Que peuvent-elles nous apprendre sur les premiers hommes? Répondre à ces énigmes, c'est tout l'objet de l'aventure que cette équipe de chercheurs s'apprête à vivre en territoire inconnu. Quelques tentes, un abri sommaire, de quoi cuisiner et faire du feu, voilà l'équipe de chercheurs parée pour un mois de vie en autarcie au milieu de nulle part. L'expédition a commencé depuis moins de 24 heures. À moins d'1 kilomètre du camp de base, un premier site de peinture rupestre a été repéré grâce aux indications de la communauté aborigène. 2 groupes se mettent en place. Celui des archéologues, qui vont creuser devant les parois peintes pour remonter du sol les traces laissées par les lointains occupants, et celui des spécialistes de l'art rupestre, chargés d'étudier les peintures. L'objectif des scientifiques est simple, dater les sédiments en laboratoire, au carbone 14 par exemple, les rapprocher des parois, pour ensuite évaluer l'âge des peintures. De combien de personnes tu as besoin ici? 1 ou 2? Ok. Gavin, tu iras avec l'équipe de June tout à l'heure, dans l'après-midi, pour répertorier et enregistrer les sites. En attendant, on va continuer les fouilles ici. Tu veux quelque chose à boire? Pour élucider le mystère de l'origine de ces peintures, les chercheurs sont accompagnés par une vingtaine de personnes d'horizons très divers qui viennent prêter main forte et participer à l'aventure. On a des gens de l'université de Wollongong, d'autres de l'université nationale d'Australie, d'autres encore qui viennent de l'université de Nouvelle-Angleterre et du département de l'environnement et de la conservation. Quant aux aborigènes, ils appartiennent à l'ethnie Wunambal. Ils viennent de 2 communautés, de Kandiwal et de Kalamburu. C'est un véritable melting pot. Dans cette équipe, chacun son rôle. Ici, nous avons une fouille archéologique, d'où nous extrayons les sédiments en faisant très attention, mètre carré par mètre carré. Chaque seau remonté du trou arrive ici. Il est d'abord pesé, puis tamisé sur cette grille. Ça retient des bouts de roche, des pierres taillées, des artefacts, des bouts d'os et le charbon. Ces morceaux d'os d'animaux, ces bouts de bois carbonisés et ces pierres taillées enfouies dans le sol sont les traces laissées par des hommes qui ont vécu ici. Plus les archéologues creusent profond, plus la scène qu'ils mettent au jour est ancienne. Ainsi, ils remontent le temps. Mais fouiller ce sol rempli d'éboulis et de roches nécessite de la méthode et de la précision. La zone est donc quadrillée, comme sur une scène de crime lors d'une enquête policière. Nous venons juste de commencer un 2e trou, juste à côté du premier.
parce que là, nous sommes bloqués par la roche. Nous espérons que les sédiments de ce côté-là ne sont pas remplis de cailloux, tombés du plafond comme ici. Nous avons commencé à creuser à partir de ce gros caillou et nous souhaitons aller jusqu'à l'autre bout. Nous espérons trouver des sédiments dessous, mais nous ne sommes pas sûrs d'y arriver. Pendant que la première équipe creuse, l'autre se consacre donc aux peintures qui ornent la roche. Armés de matériel de dessin et de photos, ces spécialistes de l'art rupestre se concentrent sur une partie de la paroi. Mission, reproduire minutieusement chaque motif dans ses moindres détails. Sur ces roches, plus d'une centaine de motifs viennent déjà d'être découverts. Il faudra à l'équipe plus de 3 semaines pour tout recenser sous la houlette de l'archéologue June Ross. J'aime bien cette œuvre parce que je peux voir comment la peinture a été déposée. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'appliquer des pigments sur de la roche, mais c'est très très dur d'avoir quelque chose de fin, de délicat. C'est vraiment pas facile. Et là, je distingue parfaitement comment l'artiste a travaillé. C'est comme si je voyais les traces du pinceau de l'artiste. C'est vraiment très excitant. Et ce travail de reproduction n'est même pas fini que la prochaine mission est déjà programmée pour l'équipe de June. Les témoignages des aborigènes ont permis de mettre la main sur une superbe fresque à une dizaine de minutes de marche. C'est un véritable chef-d'œuvre de 3 mètres de long et 2 de haut. Avec des personnages élancés, longilignes, comme en train de danser, de léviter. Avec de longues coiffes, des décorations autour des bras et équipés de boomerangs. Ce style de représentation, les aborigènes les appellent des guyonnes. À ne pas confondre avec cet autre style de dessin qui recouvre certains des personnages. Une série de points orange et un aigle. Ce genre différent de peinture, les aborigènes les nomment des Wandjina, du nom des divinités qui ont créé le monde. En toute logique, puisque certaines des peintures en recouvrent d'autres, cela implique donc qu'elles n'ont pas été faites à la même époque. Une superposition de dessins surprenante. Pourquoi repeindre par-dessus ces magnifiques peintures ? Si les gens ont choisi un site pour y peindre, c'est sans doute parce que ce devait être un site important pour eux. Peut-être à cause des ressources alentours. Peut-être aussi parce qu'ils y pratiquaient des rituels. Et bien souvent, vous avez des peintures qui sont empilées les unes sur les autres. Alors je suppose que pour un amoureux de l'art, c'est une tragédie, mais pour un archéologue, cela vaut de l'or. Parce que grâce à ça, nous pouvons identifier les peintures qui sont les unes sur les autres et donc déterminer celles qui sont plus anciennes que les autres. Ensuite, à partir de cette chronologie relative, on peut l'appliquer à d'autres peintures qui, elles, ne sont pas repeintes. Pour l'instant, seule certitude pour la scientifique, tout ce qui est par-dessus, c'est-à-dire tous les dessins orangés, a été peint après la série des Guyonnes en marron foncé. Ces peintures oranges sont donc plus récentes. Qui sont donc ces hommes et ces femmes représentés avec force détail? Que font-ils? De quand date ce magistral panneau? Décidément, plus l'équipe avance, plus la question résiste. Le mystère s'épaissit. L'une des 2 communautés aborigènes de la région se trouve à 20 km du lieu de fouille. Katigounak et sa famille vivent ici. Ces terres sont celles de ses ancêtres, et toutes ces peintures font partie de sa culture. J'ai déjà vu les peintures dans les grottes là-bas. Je les connais bien. Elles sont très très belles. Il y en a de style Guyonne, mais aussi de style Wandjina. Mon grand-père, par exemple, dansait, comme on le voit sur les peintures. Pendant les fêtes, il portait de grandes coiffes.
Il installait un bout d'écorce en forme de cône dans ses cheveux pour les retenir en l'air et leur donner cette forme. Ensuite, il attachait de grandes feuilles tout en haut. Il ajoutait de la décoration autour de ses coudes aussi. En fait, mon grand-père et tous nos ancêtres peignaient sur les roches tout ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voyaient lors de leur voyage, les animaux qu'ils chassaient, kangourous, poissons par exemple. Ils représentaient des gens, des Guyonnes en train de danser, mais aussi les Wandjina, les créateurs du monde. Ces peintures représenteraient des danses ou des cérémonies, peut-être aussi des divinités. Malheureusement, même si ces terres sont bien celles des ancêtres de Katy, son témoignage est invérifiable. Il est donc inexploitable pour les scientifiques qui n'ont d'autre choix que de poursuivre leur travail de fourmi. C'est bien cette roche-là qui bloque? Oui, c'est ça. Cette roche-là a dû arrêter l'évacuation de l'eau et du coup, les sédiments ont dû s'accumuler ici. Fouiller, creuser au pied des parois ornées, annoter chaque prélèvement. Répertorier toutes les pierres taillées. Tout est méticuleusement consigné et enregistré. Dans le même temps, tous les motifs, quel que soit leur style, abstrait ou figuratif, leur couleur, leur position sur la roche sont recensés, avec en ligne de mire un formidable objectif. Est-ce qu'on va réussir à avoir des données sur les premières occupations de cette partie de l'Australie? Je l'espère. Si on continue comme ça, on va trouver des preuves d'occupation d'il y a au moins 50 000 ans. Je suis assez optimiste à ce sujet. Les scientifiques font l'hypothèse que les premiers hommes sont arrivés en Australie il y a 50 000 ans. Découvrir des œuvres de 50 000 ans serait un événement majeur. Elles seraient les plus anciennes de la planète. À titre de comparaison, les peintures de la grotte de Lascaux en France ont été réalisées il y a environ 17 500 ans. Après 4 semaines de travail intense à fouiller le sol, l'équipe a remonté 2 tonnes de terre et découvert plus de 1000 pierres taillées. Elle a recensé aussi près de 300 motifs variés sur ce bloc de roche, et autant dans un rayon de 2 km dans des couleurs et styles très différents. Mais malheureusement, rien n'a permis de dater ne serait-ce qu'une seule de ces peintures. Pour résoudre ce mystère, les scientifiques n'ont donc pas d'autre solution que d'organiser une seconde expédition qui ne peut avoir lieu que l'année d'après, car d'ici là, des pluies diluviennes vont rendre la région totalement impraticable. Ni route, ni piste pour atteindre ce nouveau site en bord de mer nommé One Tree Beach, à une trentaine de kilomètres de celui de l'année précédente. C'est donc de nouveau en hélicoptère que l'équipe y arrive. Et c'est presque le grand confort pour cette seconde campagne. 2 petites baraques en tôle qui serviront de cuisine et lieu de vie, et même une réserve d'eau potable, c'est là que les chercheurs installent leur quartier. Il y a quelques semaines, nous avons discuté avec les chefs de la communauté aborigène de la région. À la fin de la conversation, l'un d'entre eux a dit « Mais pourquoi vous n'iriez pas à One Tree Beach ? C'est un site très particulier auquel ma famille est très attachée. On dit qu'il y a là-bas pas mal de peintures rupestres. Mes ancêtres s'y sont installés pendant longtemps.
Il y a beaucoup de belles peintures et ce serait vraiment pertinent pour vous d'y aller. Des terres désertes, une nature intacte, et à quelques centaines de mètres en retrait de la mer, quelques arbres, des broussailles, une myriade de roches creusées par le temps et le nouveau lieu de fouille. Une grotte ouverte des deux côtés, laissant passer la brise de l'océan. Et sur toutes les parois, une myriade de peintures, plusieurs centaines, d'étranges motifs, des dessins d'hommes ou de femmes, dont certains en train de danser, et des animaux, dont un magnifique kangourou. Le tout dans un lieu où, apparemment, il faisait bon vivre. Il y a des réserves souterraines d'eau douce pas loin, à environ 500 mètres, et qui ne s'assèchent jamais. C'est parfait pour un petit nombre de personnes. Donc les gens n'avaient qu'une petite distance à parcourir pour avoir de l'eau potable, même pendant la saison sèche. L'endroit est encore aujourd'hui idéal pour travailler, à l'abri de la chaleur, et comme l'année précédente pour creuser, et cette fois, espérer faire des trouvailles plus prometteuses en termes de datation. Bonne nouvelle, Brent. Très bonne nouvelle. Je suis certaine que ce n'est pas simplement de la cendre. On dirait plutôt de la matière qui a été écrasée. Et c'est ça qui a produit ces pigments de couleur blanche. C'est très intéressant. Je vais en prendre un échantillon et les analyser en laboratoire. Pour cette seconde expédition, l'équipe s'est étoffée de nouvelles recrues. Spécialistes des minéraux et de la composition chimique des roches et des sols, géologues, archéologues confirmés et étudiants, ils sont une trentaine à se joindre à l'aventure. Cette année, la nature du sol est très différente. Les sédiments qu'il renferme sont remplis de mollusques brûlés. Partout, sur toutes les strates du charbon, de la cendre et des milliers de coquilles de palourdes. La vitesse d'accumulation des sédiments avec ce genre de débris est très rapide. Les gens devaient en consommer vraiment beaucoup et comme ils les jetaient un peu partout, ça s'est accumulé très rapidement. Donc je pense que tout ce qu'on voit là et qui a une forme plutôt inhabituelle, avec des pentes des deux côtés, c'est le résultat de l'accumulation au-dessus du fond rocheux et c'est ça qui a donné cette forme de colline. De nouveau, un groupe fouille et remonte le temps en creusant de plus en plus profond dans la terre. Mais à la différence de l'année précédente, le sol se révèle plus généreux. Voilà même un tout premier indice laissé par ces lointains artistes. Une pierre, de l'ocre, qui a servi à fabriquer les pigments pour réaliser les peintures. Oh, génial, un crayon d'ocre, super. Dean vient juste de trouver dans ce trou une pierre qui a servi à produire les pigments pour peindre. C'est exactement ce que l'on cherche. C'est vraiment très excitant. C'est un peu comme si l'artiste peintre avait laissé derrière lui un de ses pinceaux. Et pour les chercheurs, c'est l'espoir d'une datation possible grâce aux pigments, si on les retrouve dans les peintures. Dans le même temps, l'autre équipe continue d'explorer la zone alentour pour découvrir le maximum de peintures. La région est inhabitée depuis si longtemps qu'il est bien difficile de savoir par où commencer dans ce désert de roches. Il faut d'abord qu'on trouve les sources d'eau douce. On cherchera ensuite les peintures à partir de ces sources, parce que c'est évidemment là que les gens ont dû s'installer. Donc on continue à marcher. Tu as trouvé quelque chose, Deb? Et toi, Max, tu vois les autres? Je vais crier très fort pour appeler Deb. Comme souvent dans ce genre de situation, les aborigènes qui connaissent la région nous donnent des indications pour trouver les sites.
Malgré ces indications, se repérer dans le bush où tout se ressemble est un véritable calvaire. Et retrouver un lieu, même en étant équipé des instruments les plus modernes, peut s'avérer impossible. La topographie, le terrain est si difficile, si compliqué, que parfois on peut avoir la position GPS d'un site, être à seulement 10 mètres et ne pas le retrouver. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas là-bas? Si quelqu'un veut bien grimper et aller jeter un coup d'œil sur ces rochers là-bas, ce serait super. Ça a l'air d'être un bon site là-haut. Après 4 heures de marche à travers les broussailles, à escalader roches et éboulis, une nouvelle paroi peinte apparaît. Une série de motifs abstraits, dont certains bien cachés. Donc c'est le site numéro 9, tout proche de One Tree Beach. Tu ne vois rien, Meg, qui ressemble à une tête ou à une queue d'animal? Il y a encore un autre petit motif sur une paroi là-bas. Si c'est une figure simple toute seule, ça ne vaut pas trop la peine. Ça ressemble à un soleil. On entrera cette photo ce soir dans nos ordinateurs et on notera la position GPS de cette peinture. Un motif de plus qui sera ajouté à la base de données des chercheurs. Mais le nombre de rochers pouvant abriter des peintures est si vaste que les enregistrer tous est une tâche titanesque. À peine le site répertorié, il faut vite se remettre en marche dans cet environnement hostile et dangereux. Attention aux crocodiles par ici, au cas où. Restez sur vos gardes. 20 minutes plus tard, sur le haut d'un rocher, perché à 10 mètres du sol, une drôle de figure apparaît. Ça pourrait être une sorte d'esprit qui est représenté ici. On n'est pas loin d'une source d'eau douce, dans un paysage assez sec. Mais si cette végétation dense avait été brûlée comme les gens le faisaient certainement dans le passé, imaginez un peu cette figure lorsque vous remontiez la crique. Cette créature, les bras levés au ciel, vous regardant depuis le haut des rochers, ça devait être très impressionnant quand ça a été peint. Max, tu vois ces arbres verts là, ces acacias? Ils sont vraiment pénibles à traverser. Sur quelle distance ils s'étendent? Oh, sur 400 mètres environ. Oh non. Mais il faut repartir. La progression est lente. Et après avoir traversé une longue zone de végétation dense, l'équipe tombe de nouveau sur une étonnante paroi. Si vous regardez de près, vous allez voir qu'elles vont par paires. Donc ça ne peut pas être accidentel. Si on les observe en biais, on remarque que certaines sont très très profondes. Si on les regarde là, il y en a qui sont un peu effacées. On est venu ici parce qu'un des membres de l'équipe a remarqué de loin cette peinture effacée au-dessus. Mais il n'avait pas vu ces creux. À l'origine, on venait juste pour voir la peinture. C'est une chance et une fabuleuse découverte pour nous. On va l'enregistrer et l'ajouter à notre base de données. Ces gravures, ces cupules, comme disent les scientifiques,
n'ont jamais été observées jusqu'à maintenant dans la région. Pourquoi sont-elles là? Qui les a faites? Quelle est donc leur signification? Encore une nouvelle énigme à résoudre pour les archéologues. Après une journée de marche harassante dans le bush, l'équipe rentre satisfaite au campement. Cette excursion s'est révélée propice en trouvailles, une trentaine de motifs en tout genre, d'étranges gravures, des personnages étonnants. La richesse des lieux se confirme bel et bien. Je peux prendre le seau là, June? Pendant 3 semaines, à Wentry Beach, les deux équipes vont continuer leur inlassable travail de prospection. La remontée à travers le temps dans la chaleur et la poussière de sédiments, l'excavation se poursuit. Durant cette période de fouilles intensive, les archéologues ont tamisé plus de 6,5 tonnes de coquillages, de charbon de bois et de pierres taillées en tentant de creuser toujours plus profond. Quand soudain, sur ce site si prometteur, un événement inattendu se produit. On a à peine 4 ou 5 000 ans d'accumulation ici, pas plus. On espérait quelque chose de beaucoup plus ancien. Ces dépôts sédimentaires devraient quand même nous être utiles. Ils nous permettront de préciser comment les gens vivaient durant cette période. C'est vraiment décevant qu'on trouve si peu. J'espère qu'on n'a pas atteint la limite d'occupation du site. On pensait que ce serait beaucoup plus profond et donc beaucoup plus vieux. Malheureusement, les chercheurs ont atteint la roche à 2 mètres de fond. Impossible dans ces conditions de remonter au-delà de 5000 ans d'occupation et espérer trouver des traces de vie plus anciennes. C'est un coup d'arrêt pour les fouilles et une véritable déception pour toute l'équipe. Pour autant, le groupe ne veut pas se laisser abattre. June et son équipe décident de repartir, en bateau cette fois, pour explorer la côte et ses méandres dans des lieux de plus en plus mystérieux à la recherche de nouvelles pépites de l'art rupestre. Quelques dizaines de minutes plus tard, et un petit kilomètre de marche, l'équipe met la main sur une grotte truffée de tunnels et de galeries. Cette fois, June est accompagnée de Gillian Huntley, spécialiste de la composition chimique des roches, des pigments et des minéraux. Tous espèrent que la technologie aura son mot à dire. Tu finis d'abord cette première façade, puis après tu files sur l'autre. Il faut vraiment qu'on fonctionne par priorité, sinon on va se disperser. Comme pour toutes les peintures découvertes jusqu'à maintenant, il n'y a rien à prélever par-dessus qui pourrait être directement datable par les archéologues. Comment se fait-il que ces œuvres restent si longtemps sur la roche? Pourquoi ne disparaissent-elles pas avec les millénaires? Y aurait-il une explication chimique dans la nature des pigments utilisés par ces artistes d'autrefois? C'est ce que cherche à savoir Gillian, venue analyser directement la composition chimique de la peinture sur la roche pour la comparer ensuite à celle des ocres découverts dans le sol. Ça fait partie des choses qui sont vraiment passionnantes ici. C'est une technique complètement nouvelle. Avant, si on avait voulu répondre à ce genre de questions, il aurait fallu faire un prélèvement dans la peinture, ce qui l'aurait détruite en partie. Comme cette technique n'a aucun impact, elle est non invasive. On peut donc l'utiliser ici, car nous ne voulons pas du tout abîmer les peintures. D'une façon générale, mon travail consiste à essayer de corréler les pigments qui ont été découverts dans les fouilles avec les peintures. Je cherche à savoir si ces pigments ont une composition similaire à celle des œuvres.
Donc là, on a des rayons X qui sont émis par cette sorte de pistolet et qui pénètrent la roche et la peinture. Ça crée une réaction et c'est ça que je mesure. Là, vous voyez des pics qui grandissent et qui bougent parce que c'est en train de collecter des données au moment où on parle. Et donc, on a différents composés chimiques, du fer, du nickel, beaucoup de zirconium et du strontium. Gillian comparera ensuite en laboratoire la composition chimique de ces pigments aux pierres d'ocre trouvées dans le sol pour voir si ce sont les mêmes. Des ocres qui pourraient être datables grâce à la matière organique comme la terre qui les entoure. Mais cette méthode indirecte prendra de très longs mois avant de livrer ses résultats. Alors que Jill enregistre la composition de la roche à quelques mètres de là, June tente de démêler une nouvelle série de motifs superposés. C'est un superbe panneau sur plafond. Vous pouvez voir à quel point la surface est irrégulière. Ce n'est pas idéal pour peindre et pourtant c'est complètement couvert de motifs. Certains sont peut-être effacés à cause de l'humidité, ce qui les rend difficiles à distinguer. Des milliers de petits cercles ornent ce plafond, mais aussi des personnages et des animaux. Le tout enchevêtré comme emmêlé sur la même surface. Je suis en train de dessiner une série de cercles. Je ne sais pas si vous pouvez les voir sur ma feuille ou sur le plafond. Et en fait, la plupart du temps, ces cercles sont associés à un animal, la raie à pointe. En général, on voit ces poissons, depuis la surface, décrire de beaux cercles symétriques. Ici, il y a un cercle jaune avec des nageoires qui représentent une raie, puis un rouge et de nouveau un jaune, le tout étant emmêlé. J'essaie de savoir si ce sont deux motifs différents peints à des moments différents, ou au contraire s'il s'agit d'un seul et même motif. Un casse-tête insoluble pour June qui reviendra plusieurs jours de suite pour étudier cette série de figures complexes. Et ce n'est pas la seule représentation qui pose question. Dans le reste de la grotte, aucune paroi n'a échappé aux mains des artistes. Partout des personnages mystérieux, sans bouche, avec de grands yeux de style Wandjina. Comme cette femme tout en longueur, ces motifs étranges, et ce serpent long de 5 mètres, appelé Ungund, le dieu créateur pour la population aborigène. Toutes les parois sont recouvertes de peintures enchevêtrées pêle-mêle les unes avec les autres. Dans ces conditions, établir une simple chronologie de ces peintures devient difficile. C'est la dernière fois que l'équipe de June revient au campement. Cette campagne 2011, qui aura duré 5 semaines, s'achève sur un bilan mitigé. Certes, l'équipe a découvert une dizaine de sites majeurs et la moisson de peinture a été considérable. Plus de 10 000 figures en tout genre, dans tous les styles et de différentes époques ont été repérées. Mais malheureusement, rien pour l'instant ne permet de les dater. De plus, les analyses chimiques réalisées par Jill sur les roches et les peintures prendront au mieux une année. Les chercheurs sont donc de nouveau dans une impasse. Comment percer le mystère de l'origine et l'âge de ces peintures ? Puisque la science classique et ses outils n'apportent pas de réponse claire pour l'instant, pourquoi ne pas s'adresser directement aux aborigènes et leur demander leur opinion à eux, qui vivent ici depuis des générations. Certains personnages, les Wandjina, sont très présents dans les contes locaux. Ces légendes pourraient-elles aider à préciser l'âge des peintures ?
C'est l'histoire des deux jeunes garçons qui partent se promener dans le bush. Au bout d'un moment, ils traversent une rivière et l'un d'entre eux fait tomber sa hache dans l'eau. Ils la cherchent, ils mettent leurs mains dans l'eau, ils cherchent, ils ne trouvent pas. Et puis il y en a un qui dit « Ça y est, j'ai quelque chose ». Il remonte et qu'est-ce qu'il voit? Une tortue à long cou. L'autre dit « Qu'est-ce que tu as attrapé ?»« J'ai attrapé une tortue à long cou. » C'est interdit ça, hein. Vous savez les enfants. Et le garçon dit « Oh, je vais la ramener au camp pour la montrer aux autres, aux anciens. » Mais c'est interdit. Ils ont été punis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir dans la rivière un énorme rocher en forme de hache. Les deux garçons ont été pétrifiés. Ils sont tous les deux enfermés à l'intérieur. Ce sont les deux garçons punis par les Wandjina. Vous avez bien compris. C'est interdit de jouer avec un animal sacré. Oui, c'est interdit de jouer avec les tortues à long cou. Elles sont sacrées parce qu'elles nous apportent la pluie. C'est pareil pour la tortue à cou tout petit. Ce sont des Wandjina. Ce sont eux qui nous apportent la pluie. Et ces tortues sont leur incarnation. C'est pour ça qu'elles sont sacrées. Les Wandjina sont nos dieux. Ils ont créé tout ce qui vit. Partout. Tous les animaux de la terre, le ciel, la vie, l'air, tout. Ils ont créé tout ça au temps du rêve, le temps de la création. Certains des Wandjina vivent dans la terre, d'autres dans l'eau. Les anciens peignaient ce qu'ils voyaient dans les grottes ou sur les roches. Ce qu'ils voyaient lors de leur déplacement, ce qu'ils mangeaient, chassaient, tuaient. Ils les peignaient partout. Ces histoires sont transmises de génération en génération. Nous ne savons pas de quand datent nos histoires, ni de quand datent les représentations, les Guyonne ou les Wandjina. Ces contes et légendes transmis de génération en génération datent peut-être de la nuit des temps, mais ils sont précisément hors du temps. Ces histoires, qui font bien partie de la culture locale, ne renseignent en rien sur l'âge réel des peintures. Ce n'est donc ni du côté des légendes locales, ni en continuant à collectionner des sites de peintures rupestres que les archéologues vont trouver réponse à leur grande question: de quand datent ces peintures? Il faudra donc trouver de nouvelles idées pour la prochaine expédition. C'est avec un enthousiasme retrouvé et de nouvelles stratégies que l'équipe se retrouve un an après, à l'été 2012. Cette fois-ci, les chercheurs se sont mis en tête de rechercher des peintures par-dessus lesquelles une couche minérale ou de la matière organique se serait formée avec le temps et qui, elles, seraient datables. Toutes ces explorations du bush sont coûteuses. C'est l'ultime excursion. Le temps est compté. 4 jours tout au plus pour trouver la perle rare. Il faudra faire vite. Après 3 heures de marche à explorer le bush, l'équipe tient peut-être la solution. Cachée sur le haut d'un éboulis, une nouvelle peinture qui révèle d'incroyables scènes de vie et présente en plus à sa surface une couche minérale blanche formée par le temps et les infiltrations. Il s'agit de Guyonne. Elles appartiennent à la première période artistique. Comme vous pouvez le voir, les coiffures étaient très élaborées. Les personnages avaient des décorations sur les épaules, la taille, les bras et des sortes de pendentifs accrochés autour de tout leur corps. Certainement des objets tissés. On aimerait vraiment pouvoir dater ces peintures. Pour cette ultime expédition, June a fait appel à une spécialiste de la datation, la géochronologiste Kira Westaway. C'est sur ses épaules que reposent maintenant les espoirs des archéologues. Ce qui l'intéresse,
cette fine matière blanche par-dessus la peinture, qui ne peut être prélevée qu'en pleine nuit. À la fin d'une rude journée pendant laquelle 3 nouveaux sites ont été découverts, le sommeil réparateur serait le bienvenu. Mais pour certains, la nuit ne sera pas de tout repos. Le travail ne fait que commencer. Okay, let's go. Allez, c'est parti. C'est par où? Very bright. We just have my bag, which I have all the. J'ai pris juste mon sac pour faire le prélèvement qui me servira à la datation. Et un appareil appelé gamma-spectromètre pour mesurer les radiations naturelles de la roche. J'ai aussi quelques sacs plastiques pour empaqueter les échantillons que je vais prendre et les protéger de la lumière. Donc juste un petit sac. Et maintenant, on va aller dans le bush pour retrouver le site de tout à l'heure où il y a la couche blanche. Oui, en pleine nuit. Ah, attends, je me suis cognée. Est-ce que la personne qui a la lampe peut nous éclairer? Non, c'est bon. Ouais, ça va. Repérer un site en pleine journée était déjà une gageure. En pleine nuit, cela devient dangereux et relève de l'exploit. Up here, Juste là-haut, il y a du gypse qui est quasiment sur la peinture. Je vais essayer d'en prendre un échantillon. Le signal que je recherche est très photosensible. En plein jour, je ne pourrai pas, car les minéraux que j'essaye de dater seraient exposés à la lumière et boum, en 1 ou 2 secondes, ça détruirait l'information, le signal que je recherche. Ok, maintenant on est en lumière rouge. C'est ce qu'il faut pour le prélèvement dont j'ai besoin. Le rouge est une longueur d'onde sûre qui ne détruira pas le signal que je recherche. Je mets ma torche pour voir ce que je vais faire. Je prends ma spatule et j'y vais. Là, je vais gratter par-dessus la roche. Je commence à fatiguer, je sens la pression et mes bras me font mal. Ah, j'en ai pris dans les yeux là. C'est dur d'atteindre ce coin là-haut. Ok, c'est bon, on peut retourner à la lumière blanche. Prends une photo. J'ai une autre technique que je compte appliquer sur un nid de guêpe fossilisé qui se trouve par-dessus une peinture. Si j'arrive à prendre un échantillon là-bas, toujours en lumière rouge, je pourrais dater quelque chose de très important. Depuis combien de temps exactement ces grains de quartz ont quitté le sol, amenés par la guêpe pour construire son nid, et quand ils ont été ensevelis à l'intérieur du nid. Donc on va de l'autre côté là-bas retrouver cette peinture avec le nid de guêpe fossilisé par-dessus. Ce nid de guêpe fossilisé, repéré plus tôt dans la journée, a nécessairement été construit après que la peinture ait été réalisée, puisqu'il est posé sur la peinture. Évaluer son âge permettrait donc d'avoir un minimum de date pour la peinture située derrière. Les grains à l'intérieur du nid sont à l'abri de la lumière du jour depuis qu'il a été construit. Et c'est ça que Kira veut prélever. La paroi se trouve à près de 2,50 m de haut. Mais les scientifiques n'ont pas pensé à prendre d'échelle. Et comme il n'y a pas de rochers non plus sur lesquels grimper, c'est à la courte échelle que Kira va prélever un petit morceau du nid de guêpe fossilisé. Ça va en dessous? Ne regarde pas en haut, hein? Oh, this is not working. Mission achevée.
Kira repart avec sa précieuse trouvaille à Sydney. Il lui faudra plusieurs mois pour faire parler ses échantillons. Dans le même temps, June continue d'étudier les peintures. Nous la retrouvons chez elle, dans sa propriété du sud de l'Australie. Pour elle, dater les peintures va de pair avec un travail plus long encore. Essayer de comprendre ses œuvres, en dévoiler le sens et en tirer des enseignements sur la façon dont vivaient ces populations ancestrales. Une passion qui ne la quitte jamais. En étudiant les peintures rupestres, on peut apprendre beaucoup de choses très pratiques, comme ce que les gens mangeaient, les armes qu'ils utilisaient, le type de cérémonie, comment ils s'habillaient, quel type de coiffure ils portaient, bref, plein de choses très pratiques. Mais on peut aussi étudier des choses plus complexes, comme l'influence d'un groupe sur un autre. Est-ce que ça se voyait dans les peintures? Est-ce qu'ils échangeaient du matériel? Est-ce qu'un groupe a pris le dessus sur un autre? Est-ce que les idées se sont répandues à travers la région ou sont-elles nées in situ? Donc en étudiant ce genre de choses, on peut commencer à appréhender leur système de pensée. En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est le niveau de détail que certains des Guyons présentent. Regardez à quel point c'est délicat, fin, raffiné. Cette toute petite figure ne peut avoir été réalisée qu'avec un cheveu au bout d'un pinceau. Et rappelez-vous, c'est de la roche, donc une surface très inégale, très difficile. La précision, l'esthétique saute aux yeux. C'est comme regarder un Picasso ou l'œuvre d'un artiste que vous aimez. C'est un appel instantané. Qui étaient donc ces artistes, ces Picasso de la nuit des temps? Pourquoi? Pour quelles raisons peignaient-ils? Nous n'aurons sans doute jamais la réponse exacte. Nous ne pouvons qu'imaginer. C'est là la limite de l'exercice. Essayer de percer le mystère de ces peintures ne suffit pas pour les scientifiques. Il leur faut des données concrètes, exactes, pour répondre à une question simple. Depuis quand les hommes peignent-ils? C'est bien là tout l'objectif de la datation réalisée par Kira dans son laboratoire de Sydney. Après plusieurs mois de travail, les prélèvements de Kira vont enfin livrer leurs secrets. Nous avons essayé de déterminer quel âge exactement ont ces peintures. Nous voulions savoir quand les premiers hommes sont arrivés en Australie et quand ils ont commencé à peindre sur la roche. Ça a vraiment été très très difficile à faire, parce que c'est peint directement sur la roche, et il n'y a pas grand-chose à prélever pour nous aider à dater. Mais grâce aux nouvelles techniques de datation, nous avons réussi à déterminer un minimum d'âge pour ces peintures. La procédure pour analyser ces petits grains de quartz est longue et doit être réalisée en lumière rouge. C'est la seule longueur d'onde qui n'altère pas l'information que cherche Kira. Quand ces grains ont-ils été exposés à la lumière du jour pour la dernière fois? C'est ce long travail de laboratoire que Kira va simuler pour nous. Ici, il y a du quartz prélevé sur le nid de guêpe. J'étudie les grains un par un pour avoir l'âge. Je les mets individuellement sur le carrousel, dans la machine, et le laser qui est dedans va irradier les grains individuellement. Je mesure ensuite ce qui ressort de cette irradiation et je calcule l'âge grâce à ça. Nous avons fait notre prélèvement dans un nid de guêpe sur un motif de style Guyonne qui nous a donné un âge de 20 000 ans. Donc c'est vraiment excitant et c'est un minimum. Avec d'autres techniques, nous espérons être plus précis, mais 20 000 ans comme minimum, c'est déjà un résultat extraordinaire.
Un minimum de 20 000 ans, peut-être beaucoup plus. Voilà donc l'un des incroyables résultats de cette série de fouilles. Ces peintures sont donc plus anciennes que celles de la grotte de Lascaux, estimée à 17 500 ans. Une datation qui va au-delà des espérances. Une datation qui apporte une conclusion formidable à ces 3 années de labeur, sans parler de l'extraordinaire moisson de peinture qu'a réalisé l'équipe. Plus de 500 000 motifs en tout genre, du plus petit au plus grand, et dans tous les styles, ont été répertoriés. Et ce n'est sans doute qu'un début, car à peine 10% du territoire a été exploré de façon systématique. Cela laisse rêveur quant au potentiel de l'ensemble de la région. L'équipe d'archéologues envisage d'ores et déjà de monter d'autres expéditions dans les années à venir. Il reste en effet une énigme de taille à résoudre, l'âge absolu des peintures les plus anciennes. Date-t-elle vraiment de l'arrivée des premiers hommes sur le continent, il y a au moins 50 000 ans? Cela signifierait alors que ces premiers hommes, à l'aube de l'humanité, étaient déjà passés maîtres dans l'art de peindre, comme si l'homme était né artiste.